de Montréal à Abidjan, de Toronto aux rues lumineuses de Dubaï et depuis Kinshasa la Grande jusqu'au silence profond du Maniema, bonsoir et bienvenue sur Inside News RDC. Ce soir, un salut chaleureux s'adresse tout particulièrement à notre frère Denis Kabiona Kazeke et à toute notre diaspora qui garde les yeux rivés sur la mère patrie depuis les 4 coins du monde. Vous êtes le prolongement vivant de cette nation et cette édition vous appartient autant qu'à ceux qui respirent ici l'air de Kinshasa. L'humeur du pays est électrique. Au palais du peuple, un homme a pris position contre ce que beaucoup murmurent en coulisses et sa propre famille politique l'a immédiatement sanctionné. Cette fracture au cœur de la coalition présidentielle révèle une tension qui couve depuis des semaines autour du débat constitutionnel, ce chantier que certains veulent ouvrir en pleine période de guerre et que d'autres refusent avec fermeté. Ce soir, nous scrutons cette crise institutionnelle qui ébranle l'union sacrée. Nous posons aussi une question que beaucoup évitent. Pourquoi nos militaires patrouillent-ils nos carrefours quinois pendant que l'Est réclame chaque homme en uniforme? Et nous célébrons, avec la rigueur qu'elle mérite, la victoire souveraine de 5000 hommes qui ont fait le choix de la paix. L'actualité de notre nation refuse la complaisance ce soir. Place au journal. C'est le fait politique de la semaine et il en dit long sur l'état de santé de notre démocratie. Ce lundi 9 mars 2026, 28 sénateurs du groupe parlementaire Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, l'AFDCA, ont signé une déclaration publique de rupture avec leur propre autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Son tort, s'être opposé publiquement et avec fermeté à toute révision ou changement de la Constitution de 2006. Cette fracture interne envoie un signal de confusion particulièrement préoccupant à nos partenaires internationaux. Les accords de Washington, dont le projet de ratification doit bientôt être soumis au Parlement, exigent de la part de nos institutions une stabilité que cette guéguerre politique compromet directement. Officiellement, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya tente de tempérer les ardeurs. Il parle de vitalité démocratique et rappelle que la priorité du gouvernement reste, selon ses propres mots, la reconquête de l'intégrité territoriale. Un message d'apaisement qui contraste singulièrement avec la brutalité de ce qui se joue dans les couloirs du palais du peuple, car la réalité du terrain parlementaire est autrement plus agitée. Une motion de défiance, déjà signée par 37 sénateurs, circule pour exiger la destitution de Bahati Lukwebo de son poste au bureau. Le règlement intérieur fixe le seuil de recevabilité à 28 signatures. Ce seuil est largement dépassé. Le fauteuil de l'ancien président de la Chambre haute vacille et le bureau du Sénat lui-même, sous la présidence de Jean-Michel Sama-Lukonde, a officiellement recadré Bahati, l'appelant à la retenue en cette période d'agression étrangère. La société civile n'est pas silencieuse. Jean-Claude Katende, président de l'Azado, démonte avec méthode les arguments de ceux qui poussent à la révision. Lorsque Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS, invoque les précédents de Mobutu ou des Kabila pour normaliser la démarche, Katende répond avec clarté que cet argument est juridiquement inopérant. Comparer Tshisekedi à Mobutu pour légitimer une réforme, c'est construire l'avenir sur les erreurs du passé. La Lucha, elle, dénonce une tentative de glissement. Didier Budimbu de l'autre vision du Congo annonce depuis Luozi vouloir accompagner un 3e mandat pour le chef de l'État, promettant une tournée de sensibilisation dans le Congo central. Christophe Mbozo Nkodia résume la position des pro-révision avec une formule qui a fait du bruit. Seule la Bible est inchangeable. Pour nos concitoyens, le coût de cet affrontement est réel. L'énergie politique, le temps législatif, les ressources mobilisées pour purger un homme qui a dit non, tout cela est soustrait à l'urgence que nos compatriotes vivent chaque jour. La question qui s'impose est simple. À qui profite ce débat aujourd'hui? Est-ce vraiment au peuple congolais qui attend depuis des années une meilleure gestion de ses ressources? Ou bien à une classe politique qui voit dans la Constitution non pas un pacte social, mais une arme de survie personnelle? Une démocratie se mesure précisément à sa capacité à distinguer ces deux niveaux de lecture. Lundi 9 mars, terrain annexe du Stade des Martyrs.
le gouverneur Daniel Bumba Lubaki passe en revue 3000 agents d'une mission mixte de contrôle routier. Le dispositif est impressionnant. La police nationale, la division urbaine des transports, la brigade de l'environnement, la régie des fourrières. L'objectif annoncé est clair. Restaurer l'autorité de l'État sur la voie publique, mettre fin à l'indiscipline routière et sécuriser les passagers face à la recrudescence des enlèvements signalés ces dernières semaines. Jusqu'ici, la démarche se comprend. Kinshasa souffre d'un chaos de circulation qui pèse sur la productivité économique de la capitale et sur la sécurité quotidienne des habitants. C'est la version officielle. Mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. Le gouverneur a intégré des éléments de l'armée dans cette mission mixte. Des militaires en appui sur les routes de Kinshasa. Et c'est là que la question s'impose avec toute la clarté qu'elle mérite. La mission constitutionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo est la défense de l'intégrité territoriale contre les agressions extérieures. Ce n'est pas une formule abstraite, c'est la raison d'être fondamentale de chaque homme en uniforme. Or, au moment où nous parlons, l'Est du pays vit sous occupation étrangère. Les FARDC combattent sur des fronts multiples, avec des ressources humaines et matérielles qui restent insuffisantes face à l'ampleur de la menace. Pourquoi soustrait-on des soldats à cette priorité nationale pour vérifier des papiers de voiture sur le boulevard du 30 juin ? La réponse ne peut être que l'aveu d'une défaillance structurelle de la gouvernance urbaine. Si la police nationale congolaise peine à accomplir sa mission dans la capitale, la solution n'est pas de faire appel aux casernes. La solution est de réformer, former, équiper et organiser la police. C'est elle qui porte la mission légale du maintien de l'ordre civil. Faire venir l'armée sur nos carrefours, c'est contourner un problème institutionnel en créant un risque nouveau. L'armée n'est pas formée pour la diplomatie de carrefour. Sa doctrine, ses réflexes, tout est conçu pour le combat. Ce que Kinshasa exige, ce ne sont pas des treillis supplémentaires dans les rues, c'est une réforme structurelle de sa mobilité urbaine, des voies praticables, une signalisation cohérente, une police respectée et outillée. Le gouverneur Daniel Bumba dispose des instruments légaux pour accomplir cette mission. Il lui appartient de les mobiliser en réorganisant ses services civils sans détourner de leur front des soldats dont l'Est réclame la présence avec urgence. Il y a des chiffres qui méritent d'être célébrés sans réserve. 5000. C'est le nombre d'anciens combattants qui ont quitté les rangs des groupes armés grâce au programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Jean de Dieu Désiré Ntanga, coordonnateur national du programme, l'a confirmé lors d'un briefing de presse le 9 mars à Kinshasa. L'Ituri mène la marche avec 1546 démobilisés, suivi du Nord Kivu avec 838, du Tanganyika avec 653 et de la zone frontalière entre Kinshasa et le Mai-Ndombe avec 151. Le programme est actif dans 6 provinces avec une extension en cours, près de 1000 armes certifiées, 5000 munitions de différents calibres et 40 explosifs ont été sécurisés par les FARDC. Autant d'instruments de mort qui ne circuleront plus. Le modèle de réinsertion mérite une attention particulière. Le programme applique un ratio d'un ancien combattant pour 2 membres de la communauté d'accueil dans chaque projet économique. Cette approche évite l'écueil classique d'une prime à la violence qui crée des jalousies. Quand tout le monde bénéficie du même projet d'adduction d'eau ou d'élevage, la frontière entre l'ancien ennemi et le voisin commence à s'effacer. Ce qui rend ce bilan encore plus remarquable, c'est son financement. Ce programme est intégralement pris en charge par les fonds propres du gouvernement congolais. C'est une rupture avec des décennies de dépendance au financement extérieur pour des programmes similaires. La preuve que lorsque la volonté politique s'allie à la responsabilité budgétaire, notre pays peut conduire sa propre réconciliation. La lucidité s'impose cependant face à ces résultats encourageants. 5000 démobilisés sur un pays qui compte des dizaines de groupes armés actifs, c'est un début prometteur, pas une victoire définitive. La réinsertion ne sera durable que si les provinces concernées offrent des infrastructures minimales, électricité, routes praticables, marchés fonctionnels.
Sans ces conditions, les projets d'élevage risquent de s'essouffler à la première difficulté. Ce bilan soulève des questions de fond sur la capacité réelle de l'État à financer cette paix dans la durée, sur l'économie de guerre qui continue d'alimenter le recrutement et sur le sort des Wazalendo, ces miliciens que l'État a lui-même armés et dont personne ne parle encore ouvertement. Des questions que nous avons décidé d'explorer dans une analyse qui arrive très prochainement sur notre canal. PDDRCS, la RDC peut-elle vraiment payer sa propre paix? Un rendez-vous à ne pas manquer. La santé financière de notre nation traverse une zone de turbulence qui appelle à la vigilance. Le Fonds monétaire international, dans son dernier rapport sur la RDC, met en évidence un fait aux implications profondes. 17% des dépenses publiques sur les 3 premiers trimestres de 2025 ont été exécutées hors de la chaîne normale de contrôle budgétaire via des procédures d'urgence. En valeur absolue, ce sont 4 314 milliards de francs congolais qui ont échappé aux vérifications habituelles. 95% de ces dépenses concernent la sécurité à l'Est. La guerre impose à l'État de brûler des étapes. Ce que le FMI dit clairement, c'est que ce mécanisme exceptionnel ne peut pas devenir la norme, car la transparence budgétaire conditionne directement notre accès au financement extérieur. Or, pendant que le FMI surveille nos procédures, nos propres institutions publiques montrent des signes préoccupants. Au Fonds minier pour les générations futures, le FOMEN, la délégation syndicale accuse le directeur général Faustin Biringaniné d'avoir décaissé 18 millions de dollars au profit d'une société dénommée Babili Mining en juin 2025, sans la moindre étude de faisabilité. Patrick Badibanga, président du comité syndical, pose une question sans réponse satisfaisante. Sur quelle base légale ce décaissement a-t-il été autorisé? Ce sont des fonds destinés à protéger l'après-mine pour les générations futures. Le ministre des Mines est solennellement appelé à prendre ses responsabilités. Sur un registre plus encourageant, la Standard Bank, institution sud-africaine forte de 160 ans d'expérience et de plus de 190 milliards de dollars d'actifs, a dépêché une délégation à Kinshasa pour rencontrer le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda. Les discussions portent sur des financements structurants pour nos aéroports, notre réseau routier et nos projets énergétiques. Des équipes techniques mixtes seront mises en place dès la semaine prochaine pour identifier les projets prioritaires. Par ailleurs, la Régie des voies aériennes a attribué un marché de 4 069 000 $ à la société Miles SAS pour digitaliser le paiement du GoPass via un système de QR code, mettant fin aux circuits parallèles qui privent l'État de recettes considérables. La vigilance s'impose toutefois sur la solidité de l'attributaire, dont les antécédents restent à confirmer. Notre développement reste trop souvent suspendu aux humeurs de marché que nous ne contrôlons pas. La tension croissante entre Washington et Téhéran illustre cette vulnérabilité avec une précision douloureuse. Selon le Financial Times, des officiels du Golfe évaluent discrètement l'impact financier d'un conflit prolongé sur leur programme d'investissement à l'étranger. Pour la RDC, le chiffre en jeu est massif, 21 milliards de dollars. C'est le montant des investissements promis par le Qatar à travers Al Mansour Holdings, lié à la famille royale Al Thani, destiné à nos mines, nos infrastructures et notre secteur énergétique. Ces engagements sont encore largement au stade des promesses. En cas d'embrasement militaire dans le Golfe, les monarchies pourraient être contraintes de réorienter leurs capitaux vers leur propre budget de défense. Ce scénario crée un choc direct sur notre économie domestique. Les emplois promis ne se matérialisent pas, les travaux d'infrastructure sont gelés. Par ailleurs, toute perturbation du détroit d'Ormuz entraînerait une hausse du coût du carburant raffiné dont notre économie dépend encore largement pour les transports. La pression sur les ménages, déjà sous tension, s'accentuerait davantage. Cette dépendance rappelle avec urgence la nécessité de sécuriser nos propres sources d'énergie et de diversifier nos partenaires financiers. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, le président américain Donald Trump affirme depuis la Floride que Cuba vit ses derniers moments, prédisant un grand changement imminent.
Cette rhétorique offensive illustre une diplomatie transactionnelle qui n'épargne personne. Washington, qui surveille nos partenariats avec la Chine, exige des gages de loyauté en échange de son soutien sécuritaire. Les accords de Washington, dont le Parlement attend la ratification, s'inscrivent dans cette logique. L'exemple cubain montre que dans un monde multipolaire, la neutralité est un luxe que peu de nations peuvent s'offrir. La diversification de nos alliances reste notre meilleure protection contre l'imprévisibilité d'une politique américaine en constante évolution. Avant de refermer cette édition, notre attention se tourne vers ces signaux qui traversent notre pays de l'Itourie jusqu'aux tribunes de New York. Aucune information ne mérite d'être perdue. En Itourie, les opérations conjointes des FARDC et de l'armée ougandaise UPDF dans le territoire de Mambasa entre le 5 et le 9 mars ont porté un coup dur aux rebelles des forces démocratiques alliées. 4 bastions des ADF ont été détruits. Plus de 100 kg d'explosifs ont été récupérés. Une dizaine d'otages ont retrouvé la liberté. Selon le colonel Maxime Tshishimbi Mpomboa, administrateur militaire assistant du territoire, le ratissage se poursuit dans la chefferie de Wallace-Caro, à proximité de la réserve de faune à Okapis. Le médecin personnel de Moussa Baloukou, chef présumé des ADF, aurait également perdu la vie lors de ces opérations. Une avancée tactique réelle sur un front qui demeure ouvert. Sur le front des négociations, la FC M23 a annoncé son intention de libérer des militaires des FARDC détenus depuis les combats. Le mouvement évoque 5000 hommes, mais des sources de RFI font état d'environ 2700 personnes, des soldats ayant refusé de combattre dans l'armée révolutionnaire congolaise, des blessés soignés à Goma, des invalides et des soldats âgés. Le CICR, par la voix de François Moreillon, chef de la délégation en RDC, se dit prêt à accompagner ce processus comme intermédiaire neutre. À Kinshasa, la réaction reste froide. Plusieurs responsables y voient une manœuvre de communication destinée à améliorer une image internationale écornée plutôt qu'une réelle volonté de paix. À New York, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris la parole lors de la 70e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Elle a dénoncé les violences subies par les femmes et les filles de l'Est, soulignant que ces violences ne doivent être ni invisibilisées ni banalisées. Elle a également mis en avant une progression notable. La participation des femmes dans les sphères décisionnelles est passée de 21% en 2021 à 32% en 2024. À Rutshuru, dans le village de Rugarama, l'OCHA tire une sonnette d'alarme qui ne peut pas rester sans réponse. La famine frappe 100% des ménages de ce village placé sous occupation rebelle. À Kalambé voisin, ce taux dépasse 87%. Des familles retirent leurs enfants de l'école pour trouver à manger. Elles vendent leurs derniers biens, elles mendient. C'est le front de la survie qui crie au secours pendant que la capitale disserte sur des virgules constitutionnelles. Un rapport publié par l'Environmental Investigation Agency et l'organisation Prémi Congo révèle que l'exploitation du cobalt par CIEMOC Group Limited à la mine de Tenke Fungurume menace gravement la santé des communautés locales. Des travailleurs et des riverains signalent des toux répétitives, des saignements de nez et des vomissements de sang. L'examen de plus de 1200 dossiers médicaux indépendants confirme ces alertes. L'entreprise nie toute pollution, se prévalant du Copper Mark, une certification internationale de bonne gouvernance reçue en 2024, mais des constructeurs automobiles comme BMW, Mercedes ou Volkswagen s'approvisionnent indirectement en cobalt de cette mine pour la transition énergétique mondiale. Christian Bwenda, coordinateur de Prémi Congo, le dit sans détour. Nos compatriotes du Lualaba paient de leur santé la mobilité verte du monde. Le Conseil interreligieux congolais a présenté à l'Union africaine son projet de commission Vérité et Réconciliation. L'archevêque Dodo Kamba rapporte que cette initiative a été bien accueillie par la représentation spéciale de l'UA. La démarche gagne en visibilité internationale, mais devra trouver un ancrage politique sincère pour ne pas rester une belle intention sans lendemain.
Dans la province de la Tshopo, le président de l'Assemblée provinciale a suspendu le député Jules Yuma Silikani de ses fonctions de rapporteur adjoint pour 3 sessions parlementaires. Il lui est reproché d'avoir fabriqué une fausse attestation médicale et d'avoir usurpé les fonctions du président de l'Assemblée. Il sera mis à la disposition de la justice. Nul n'est au-dessus des règles qu'il est chargé de faire respecter. Le ministère des Finances a mis en demeure les opérateurs de jeux d'argent de régulariser leur situation fiscale avant le 31 mars 2026. Casinos, paris sportifs, loteries, tous sont visés. Les sociétés sans agrément ont jusqu'à cette date pour s'identifier auprès de la direction de la réglementation financière. L'État reprend en main un secteur qui a trop longtemps prospéré dans les marges de la fiscalité officielle. De cette édition du 10 mars 2026, 4 axes dessinent le visage de notre nation. Au Sénat d'abord, la fracture ouverte par le désaveu de Modeste Bahati Lukwebo et les 37 signatures de la motion de défiance révèlent que le débat constitutionnel est devenu un miroir des ambitions personnelles plutôt que du destin collectif. À Kinshasa, ensuite, l'intégration de militaires dans les opérations de contrôle routier constitue une anomalie doctrinale que le gouvernement provincial doit corriger en réorganisant ses services civils, sans détourner de leur front des soldats indispensables à l'Est. Sur le chemin de la paix, les 5000 démobilisés du PDDRCS représentent une victoire souveraine qui exige la continuité budgétaire pour porter ses fruits durablement. Et sur la scène internationale, les 21 milliards promis par le Qatar nous rappellent avec acuité que notre développement ne peut continuer à dépendre des équilibres fragiles de régions que nous ne contrôlons pas. Frantz Fanon écrivait dans Les damnés de la Terre, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Notre génération congolaise connaît sa mission. Elle la connaît depuis que nos soldats meurent à l'Est pour défendre une terre que d'autres voudraient troquer contre des avantages politiques. Remplir cette mission exige de la cohérence, de la rigueur, et ce refus absolu de sacrifier l'intérêt du peuple sur l'autel des calculs partisans. Ce soir, l'invitation est double. Pour ceux qui veulent aller au fond des enjeux des accords de Washington et comprendre les mécanismes financiers qui hypothèquent notre avenir collectif, notre analyse, l'accord de Washington et la stratégie de pillage organisé est disponible dès maintenant sur notre canal YouTube. Et pour ceux que le bilan du PDDRCS a interpellé ce soir, pour ceux qui ont senti qu'il y avait davantage derrière ces 5000 démobilisés annoncés avec fierté, guettez notre prochaine analyse. PDDRCS, la RDC peut-elle vraiment payer sa propre paix ? Elle posera des chiffres et des questions que peu osent formuler publiquement. Ces 2 dossiers ensemble constituent le prisme le plus complet pour juger ce que notre nation construit réellement au-delà des communiqués de presse. Que la paix et la protection divine reposent sur chaque foyer de notre nation. Restez informés, restez exigeants, car la souveraineté commence par votre refus de l'ignorance. C'était Esther pour Inside News RDC. Nous nous retrouvons demain. Bonne continuation.